Disons que pour notre génération, je dirais, de rédacteurs des cahiers du cinéma, au fond, l'aventure de cette époque-là, de ces années-là, a été la découverte de ce continent inconnu. Je crois qu'il y a eu un autre déclic qui a été important. C'était le voyage qu'avait fait Serge Danet en Asie. Son journal de Hong Kong. Le journal de Hong Kong. Il avait été à Hong Kong, il avait été en Philippines, il avait été à Pékin sur la tombe de Mao. Il avait fait tout son circuit. Et je crois qu'il avait été au studio Shaw, justement. Oui, et il avait rencontré, au fond, enfin disons ça lui avait permis, sinon pas d'établir une vraie cartographie de cinéma là, mais enfin en tout cas de pointer un ou deux axes qui sont des choses à partir desquelles nous on a extrapolé, qu'on a déployé au moment de notre séjour là-bas. Mais disons que qui avait à voir avec la découverte de quelque chose qui était le cinéma populaire asiatique. Parce qu'au fond, il faut savoir que même dans la reconnaissance qu'il pouvait y avoir plus ou moins du cinéma asiatique en Occident, on ne s'intéressait qu'aux formes nobles, alors que le cinéma populaire, même dans des pays qu'on connaissait un peu comme le Japon, comme l'Inde, puisqu'après tout il y avait au moins Satyajit Ray et quelques autres cinéastes bengalis comme Mrinal Sen, il y avait une méconnaissance absolue, intégrale enfin du cinéma populaire. Et donc évidemment ça s'adaptait, ça s'appliquait de façon particulièrement frappante à tout ce qui était le cinéma populaire de Hong Kong. Il y avait un public populaire en France aussi. Oui, parce qu'on le voyait sur les grands boulevards. Les films Bruce Lee, René Château, on voyait sur les salles des grands boulevards. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voyait mais Bruce Lee a été historiquement, enfin, l'intercesseur de ça, parce que Bruce Lee, pour remettre les choses dans leur contexte, enfin, sans faire un développement particulier sur sa vie, son œuvre, c'est quelqu'un qui d'abord a une culture occidentale. Il a été entre San Francisco et Hong Kong, et c'est lui qui a amené, disons, le cinéma de combat, le cinéma de kung-fu, de kung-fu chinois dans la rue. Et lui ne pratiquait pas du tout le kung-fu, il pratiquait un hybride de techniques de combat occidentales et de techniques de combat orientales. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un nom. C'est le Jet Kondo. Oui, il y avait un mélange de style coréen. Voilà. Donc c'est un hybride, et c'est quelqu'un qui a amené aussi une forme de néo-réalisme, disons, dans le cinéma d'action chinois, puisque on se mettait à parler cantonais, on était dans la rue, alors qu'auparavant le cinéma de Hong Kong était beaucoup fait du fantasme de la Chine passée. C'est des films qui souvent, la plupart du temps, parlaient mandarin, la langue du continent, et mettait en scène l'histoire, mettait en scène un monde rêvé qui était celui des émigrés habitant Hong Kong, qui au fond se souvenaient de la Chine, tandis que Bruce Lee, il a été le mec dans la rue qui se bat pour imposer son existence, et donc du coup il est devenu le modèle, disons, des Chinois, des Chinatown dans le monde entier, et puis d'une certaine façon il est devenu aussi la star des opprimés, en fait, dans le monde entier. C'est le succès mondial de Bruce Lee, c'est le succès du mec seul qui au fond, souvent en rupture avec sa communauté, puis qui se bat pour arriver à s'imposer face au monde occidental. Vous partez en été 84 pour Hong Kong, tous les deux, avec très peu de moyens. La même chambre d'hôtel. Et des notions quand même assez vagues de ce que vous alliez trouver sur place. Au fond, on débarquait là un peu comme aurait pu débarquer, je sais pas, enfin des journalistes français au moment, dans les années 50 à Hollywood. C'est-à-dire au fond, on a vu des films et on ne sait pas très bien comment les organiser. On connaît les noms, on sait à peu près qui a fait quoi, mais en même temps, qui est cette personne, quelle est son histoire, quel fragment de son œuvre est arrivé jusqu'à nous, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, qui produit, pourquoi, qu'est-ce qui a été un succès.
succès, qu'est-ce qui n'a pas été un succès, où ça en est, quelle est l'économie, Donc au fond, on est vraiment devant une sorte à cette époque-là, de dernier territoire vierge du cinéma. Enfin, on peut dire que c'est le dernier continent vierge du cinéma. Et donc, on a cette curiosité, mais il y a une curiosité vraiment d'établir la carte. Puis je pense qu'on a eu du bol où on est arrivé à un moment où on a pu voir en même temps les trois états du cinéma de Hong Kong. Oui. C'est-à-dire que la période classique des Shaw Brothers avec Chu Yuan et tout était toujours là. Oui. Cha Liang tournait encore des films. Oui, c'était la fin. C'est la fin, mais ça existait encore. Ça existait encore. Le studio Shaw, il y avait encore des tournages. Enfin bon, il restait quelque chose et ça vivait même si c'était sur la fin. La Golden Harvest était en pleine forme, disons, celle qui a produit les Bruce Lee. Et il y avait les Jackie Chan qui tournaient à plein, il y avait déjà... Qui était déjà un renouveau par rapport à l'étalage classique des Shaw Brothers. La Kung Fu comédie, toutes ces choses-là. Et puis on voyait déjà Cinema City, la nouvelle génération et tout, qui sera le troisième étage, qui donnera après John Woo et tous ces gens-là. Donc on les avait les trois au même moment. Mais ça, c'était on a tombé un moment assez... Parce que vraiment, on est trouvé, disons qu'on est arrivé au moment de la crise de croissance, disons la crise des studios, quoi. C'est-à-dire de la même manière que je prenais l'exemple de Hollywood à la fin des années 50, c'est l'écroulement du système de studios. C'est pour ça que la cinéphilie est née à ce moment-là, parce que c'était vraiment l'heure, littéralement, de faire des bilans et d'assister, au fond, à un renouvellement moderne du cinéma. Et donc, à Hong Kong, le système des studios était en train de s'écrouler, les gens qui avaient fait ce cinéma-là, au fond, étaient confrontés au fait que tout cela ne marchait plus, ne fonctionnait plus, etc. Parce qu'il y avait en particulier un renouveau avec des cinéastes plus jeunes, généralement sortis d'écoles de cinéma occidentales et qui apportaient un renouveau qui était celui de ce qu'on a appelé à l'époque de la nouvelle vague du cinéma du cinéma de Hong Kong, avec justement les gens dont on avait un peu vu les films dans des festivals comme Tsui Hark, comme Anne Roy, comme Alan Fong, comme Patrick Tam, et quelques autres. Là, la façon dont vous en parlez tous les deux, c'est vraiment un point de vue de critique, de cinéphile, etc. Mais si toi, derrière ce voyage, il y a aussi une idée de voir quel type de production, quel type d'engagement professionnel, tu vois, je veux dire. Bien sûr, comment penser l'industrie comme acteur et pas seulement comme spectateur. Oui, absolument, mais enfin, donc, pour moi, c'est une problématique un tout petit peu différente. C'est-à-dire que, d'abord, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire dans le sens où, au fond, ce qui a été passionnant pour nous à ce moment-là, c'est, au fond, de voir ce que c'est qu'un cinéma classique, que l'âge classique du cinéma, c'est-à-dire un âge où on peut dire que les Shaw Brothers et dans une moindre mesure Golden Harvest représentent un âge classique du cinéma de chinois, de la même manière que le système de studio hollywoodien représente un âge classique du cinéma américain, c'est-à-dire au fond où la machine en elle-même produit un certain niveau de qualité ou un certain niveau d'exigence ou un certain niveau de naïveté d'ailleurs vis-à-vis de ça, qui fait que spontanément beaucoup de choses et de façon presque inconsciente, beaucoup d'assez bon cinéma se produit au centre. C'est qu'il y a quelque chose qui, disons qu'en Occident, n'existait plus, parce que la crise moderniste, disons, du cinéma occidental, elle a lieu beaucoup plus tôt, elle a lieu dans les années 60, et je crois qu'à l'époque, c'est vraiment, ça en dit long sur l'étanchéité, disons, du cinéma chinois et du manque de communication entre le cinéma chinois et le reste du monde, de considérer que cette crise de croissance du cinéma chinois a eu lieu à 20 ans de décalage, littéralement, par rapport à l'Occident. L'autre versant, disons celui de moi cinéaste, c'est pas spontanément avec ce cinéma-là qu'il est en relation. Celui avec lequel il est en relation, c'est avec la nouvelle vague taïwanaise, avec les gens, avec ce qu'on appelait le nouveau cinéma taïwanais, que moi j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là. Et disons que au terme de ce voyage à Hong Kong, au fond, Charles et moi nous sommes partagés le territoire d'une certaine façon. C'est-à-dire que après avoir rencontré les gens qu'on voulait rencontrer à Hong Kong, etc. Charles est allé vers la Chine populaire, c'est-à-dire il est allé à Canton. D'ailleurs, il s'était intéressé, de façon beaucoup plus approfondie que moi, en fait, aux relations entre la Chine populaire et le cinéma de Hong Kong, qui est vraiment un aspect très négligé aujourd'hui et assez passionnant, au fond, des origines du cinéma de Hong Kong. Tandis que moi, j'avais rencontré un garçon qui s'appelle Chen Kuo-fu, qui était à l'époque critique de cinéma taïwanais, qui était
de notre génération, de notre âge, c'est-à-dire très jeune à l'époque, et qui écrivait dans un des journaux principaux taïwanais. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous, les cahiers du cinéma, mais qu'est-ce que vous foutez à Hong Kong à interviewer tous ces vieux schnocks qui font ce cinéma ringard, etc. Je veux dire, la seule chose intéressante qui se passe aujourd'hui en Asie, c'est ce qui se passe à Taïwan. À Taïwan, il y a la loi martiale est en train de s'écrouler, et il commence à y avoir les premières brèches qui permettent de faire un cinéma moderne, qui soit issu d'une société qui est à cette époque-là en crise, hein, enfin, qui est dans la voie d'une forme de libération. Bon, enfin, moi, je l'ai cru. Je l'ai cru et j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire pour aller à Taipei, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. Et puis quand on débarquait à Taipei, c'était comme c'était une sorte de pays de l'Est, quoi. Donc bon, de fait, il y avait pro-occidental. Et il y avait c'était une sorte de dictature militaire. Hein, donc bon. Chen Guofu, j'ai habité chez lui, dormi par terre. Il m'a organisé une journée de projection où il disait voilà, ça c'est les gens qui font le cinéma. Il y avait le premier film de Hu Xiaoxian, le premier film de Edward Yang, il y avait le premier film de un ou deux autres cinéastes, des films à sketch, des films collectifs, puisqu'au fond le nouveau cinéma taïwanais il s'est mis en place à travers des films à sketch en fait, parce qu'il y avait très peu d'argent, il y avait plein de cinéastes qui avaient envie de faire des trucs et très peu de possibilités, donc en réalité ils faisaient des films collectifs. Bon, j'ai rencontré Hu Xiaoxian, j'ai rencontré Edward Yang, j'ai rencontré Christopher Doyle, qui était l'opérateur du film d'Edward Yang et qui est devenu plus tard l'opérateur de Wong Kar-wai. Et là, évidemment, moi je suis tombé sur des gens qui ou même pas exactement au même point que moi, parce que moi j'avais pas fait de cinéma, enfin j'avais pas fait de long métrage à cette époque-là, mais enfin qui étaient dans la problématique de faire un cinéma contemporain qui soit en prise avec le monde tel qu'il se transforme, enfin bref, des gens où il y avait là véritablement une problématique qui était la mienne. Et de fait, c'est moi les amis que je me suis au fond, que j'ai conservé de cette période-là en Chine, c'est cette communauté de cinéastes taïwanais, avec lesquels le dialogue a toujours continué, et beaucoup plus du point de vue évidemment du cinéma que du point de vue de l'écriture sur le cinéma. En même temps, d'ailleurs, Mavet, il y a aussi cette relation mythique à l'histoire du cinéma français qui passe par Feuillet, qui est en rupture avec ça, c'est ça qui est curieux. Disons que c'est après, si on parle d'Irma Vep, ça raconte à peu près une chose et une seule, qui est la présence de la grâce, quoi. Enfin, c'est un film c'est une comédie autour de la présence de la grâce, et telle qu'on la voit ou on ne la voit pas. Et au fond, d'une certaine façon, je crois que ce que j'aime le plus dans le film, c'est le fait que c'est un jeu où le spectateur est lui-même pris à partie, quoi. C'est-à-dire dans le sens où je crois que Maggie, qui est encore une autre question, enfin assez importante dans ce film-là, porte en elle quelque chose qui, moi, je crois avoir avec le cinéma pur, enfin, et cette grâce-là, souvent on l'a sous les yeux, que ce soit au cinéma ou ailleurs, enfin dans la vie, soit on sait la voir, soit on ne sait pas la voir. Et au fond, Irma Vep ne fait que raconter ça, c'est-à-dire la grâce est venue, elle est passée, elle est partie, qui l'a vue, qui ne l'a pas vue. Et y compris le spectateur en est partie prenante, quoi. Enfin, c'est de ça que ça parle, plus que de quoi que ce soit d'autre, hein, évidemment. Le rapport avec l'Asie, il est incarné par Maggie. C'est-à-dire que d'une part, je dirais que l'histoire de la grâce, enfin, je sais pas, sans utiliser de grands mots, mais enfin disons l'essence du cinéma, elle est spontanément présente justement dans l'âge dans les origines du cinéma, dans le cinéma muet, cette période extraordinaire où quoi qu'on filme, on le filme pour la première fois. Si tu veux, il y a une sorte de pureté de regard
qui est merveilleuse, enfin qui est celle de tout d'un coup, enfin je sais pas, enfin qui est la même que celle de la Renaissance italienne, c'est où tout d'un coup tu as l'impression que les gens ouvrent les yeux et voient le monde pour la première fois. Et tu montres, tu as un arbre peint par Giotto, tu tombes par terre parce que tu as l'impression que c'est le premier arbre qu'un homme ait vu, et de la même manière, quand les frères Lumière filment un arbre, c'est pareil, quoi. Là, cet arbre, il a la même beauté, et dans un rapport à la fiction, dans un rapport à l'imaginaire, enfin au monde intérieur fantasmatique des êtres, ce que fait Feuillade et ce que font les cinéastes qui ont fait des sérials à cette époque-là, il y a cette même innocence et cette même beauté, et cette beauté qui vient spontanément. Je pense que Feuillade ne sait pas que ce qu'il filme est aussi beau, en fait. Il essaye de faire des choses, il essaye d'inventer, il utilise un outil, de la même manière que c'est pas complètement sûr que les Lumières aient une pleine conscience de ce qu'ils font. Mais est-ce que cette chose qui est la plus belle que le cinéma puisse produire, est-ce qu'elle peut se perpétuer, est-ce qu'elle se continue, et de quelle manière quelqu'un qui fait des films aujourd'hui peut avoir un accès à elle, peut avoir accès à cette chose-là, enfin, qu'il cherche toujours et qui échappe souvent. Alors, après, moi, mon point de vue, c'est que ça ne peut passer que par l'humain, que par des choses qui rayonnent des êtres. Et Irma Vep n'existerait pas si 2 ans avant, je m'étais pas retrouvé dans un festival, en l'occurrence à Venise, et qu'on m'a présenté Maggie. Et alors après, rétrospectivement, je peux considérer que c'était une sorte de coup de foudre et que j'ai été instantanément amoureux d'elle. Mais à l'époque, je l'ai pas du tout vue ni perçue comme ça. Je l'ai perçue comme rencontrer quelqu'un qui porte en elle une forme de beauté pure et naïve au fond, et que j'ai l'impression qu'il y avait là quelque chose qui était la clé même de ce que moi je pouvais chercher au cinéma. Et quand tu l'as vu, tu avais déjà vu des films de Maggie? Oui. Oui, mais si tu veux, là, ça a à voir avec ma forme là, de non-cinéphilie militante, qui fait que j'ai beaucoup aimé Maggie au cinéma, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la personne. Moi, l'essentiel, c'est la personne que j'ai vue dans la vie. Je l'ai vue dans la vie infiniment mieux, et avec sa présence, pour moi, était infiniment plus irradiante dans la vie que quoi que ce soit que j'avais pu voir d'elle au cinéma, que je trouvais par ailleurs formidable. C'est ce qui t'a donné envie de faire un film avec elle. Exactement. En la voyant vraiment. Exactement. Et en me disant, mais si je pouvais arriver à mettre ça sur film, rien que ça en vaudrait la peine. Mais tu as fait le casting à Hong Kong, tu avais une idée de toute façon de prendre une actrice chinoise pour le film? Oui, non, mais parce que Maggie avait inspiré Maggie avait inspiré le personnage, mais elle me semblait complètement inaccessible. C'est-à-dire, tout le monde me disait, mais de toute façon, elle veut plus faire de films, elle s'est retirée, elle vit plus à Hong Kong, elle aime pas le cinéma, etc. Donc, le message, c'était n'essayez même pas, quoi. Donc, bon, moi, j'avais accepté l'idée que Maggie ne serait jamais dans ce film, mais que, même si elle l'avait inspiré, qu'au fond, c'est déjà beaucoup qu'elle l'ait inspiré. Et donc, je suis allé à Hong Kong rencontrer des comédiennes possibles pour ce rôle, quoi. Enfin, et après tout, je me disais, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il y a d'autres comédiennes intéressantes. J'ai rencontré toutes les vedettes de cinéma chinois de l'époque. J'étais à peu près au désespoir parce que je me disais, mais non, mais il n'y a personne qui, même vaguement, peut faire ce personnage-là ou peut incarner ça, parce qu'au fond, en réalité, c'est pas le fait que ce soit une vedette de cinéma chinoise, etc., comme une autre. C'est une personne, et c'est cette personne unique-là, en réalité, qui dégage cette chose que je cherche. Donc j'étais extrêmement emmerdé, et là, c'est grâce à Chris Doyle, que j'avais rencontré, avec qui j'étais resté en relation, puisque Chris, donc encore une fois, qui est devenu l'opérateur plus tard de Wong Kar-wai, était à l'époque, il voulait faire il était venu, faisait l'aller-retour entre Paris et Taipei, parce qu'il avait une petite amie à Paris. Et donc, même quand j'avais fait Désordre, mon premier film, Chris était stagiaire, stagiaire caméra ou stagiaire machiniste. Enfin, il avait donné un coup de main, il était là avec la machine à fumer, etc. Enfin bref, on était restés très copains. Et c'est lui
qui à un moment donné, qui m'a dit que à un moment donné, je prenais un verre avec lui et il me disait mais pourquoi tu appelles pas directement Maggie? Je dis écoute parce que je n'ai pas la moindre idée de comment la joindre. Tout le monde me dit qu'elle est injoignable. J'ai fini par le croire quoi, etc. Il me dit mais écoute moi je prends un verre avec elle tout à l'heure. Si tu veux je lui parle et puis peut-être que demain ou bien ce soir plus tard on se retrouve on prend un verre etc. Et puis il me rappelle en me disant bah oui non elle est tout à fait pour que vous vous rencontriez etc. Donc j'ai rencontré Maggie dans un bar extrêmement bruyant à Hong Kong où on s'entendait à peine. Je lui ai donné mon scénario, elle avait l'air pas du tout hostile à l'idée de jouer dans un film en France et je crois qu'on lui a porté le scénario le lendemain matin avant de partir de prendre l'avion et puis je veux dire 2 jours après elle m'a rappelé en me disant voilà moi j'ai lu le scénario, ça m'intéresse, je suis prêt à le faire. Enfin ça a été aussi simple que ça quoi. Vous revenez d'Hong Kong, vous faites le numéro des Cahiers qui sort en septembre 84, oui. Afrique. Flop monumental. Oui. C'est un des descendu en flèche par la critique, par Le Monde. Ah c'est vrai? Ah oui, absolument. Le Monde a fait une note méchante, cinglante et méprisante en 4 lignes. Ça m'avait marqué. Sur le numéro 10. Oui, et puis accueil critique très négatif. Ouais. Les rédacteurs des Cahiers totalement indifférents, comme si c'était une parenthèse qui ne les concernait pas. En rien. Donc on a été vraiment seuls sur ce coup-là. Ouais. Et puis le temps a bonifié la chose, disons. Mais sur le coup, c'est vrai, les gens comprenaient pas, même qu'on puisse s'intéresser soit à Bruce Lee ou à Jackie Chan. Ça a beaucoup évolué maintenant. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment un contre-courant de tout. Oui, à l'époque, enfin moi je sais pas, je me souviens, disons que j'avais fait un texte, j'ai écrit un texte dont j'étais assez content sur l'œuvre de Chang Che. Enfin, franchement, autant pisser dans un violon. Enfin, je veux dire vraiment, alors là, c'est disons que dans la mémoire collective des Cahiers, c'est la mémoire de l'eau. Enfin, je sais pas comment dire ça. On n'a aucune preuve que ça existe. Et puis après, effectivement, la rétrospective show, on monte les copies, ça marche, la génération adore ça, tant mieux. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été long. Oui. Enfin, je crois que historiquement, en tout cas, à cette époque-là, c'était un des numéros des Cahiers qui s'est le moins bien vendu. Ils sont restés avec des tonnes sur les bras, au point qu'ils les ont reliés pour essayer de les revendre sous un autre emballage. Mais ça a été épuisé maintenant. Et bientôt, les résultats, ça a continué à se vendre de façon assez constante. On observe chaque année les résultats. On a 2% sur chaque numéro. Etc. Mais enfin, disons, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut observer année après année, enfin, disons, les pics d'intérêt pour le cinéma, etc. Parce qu'en réalité, c'est devenu au fond l'ouvrage de référence en français. Enfin, de toute façon, même en anglais, il n'existait rien à l'époque qui, de près ou de loin, ait fait le travail qu'on a fait, qui était vraiment une... Et encore, moi j'ai toujours regretté, je pense toi aussi, qu'il n'y ait pas eu le dictionnaire qu'on avait fait. Parce que à l'époque, la rédaction en chef nous avait pas suivi sur le fait d'intégrer une sorte de dictionnaire du cinéma de Hong Kong qu'on avait entièrement rédigé. Qui disons que comme ça qui permettait disons d'avoir une espèce de vue globale du cinéma, enfin qui complétait disons voilà mais enfin c'était quand même très complet ce qu'on avait fait. Rétrospectivement il y avait tous les aspects étaient vraiment y compris le mélo cantonais des années 50 60 et tout, on avait parlé un petit peu. C'est vrai qu'on voit une The Mood for Love, c'est ce cinéma là qui nous fait s'inspirer exactement. Et qu'on ne connaît pas en France toujours. Et mais disons qu'en France, il y a toujours cette idée, on a découvert, entre guillemets, enfin, le cinéma hongkongais beaucoup plus tard, mais en réalité, pas son âge d'or, pas les films importants, enfin, les grands cinéastes restent à découvrir. C'est comme si, c'est pour ça que dans ton film, il y a le journaliste à propos de John Woo, c'est comme si on adorait Peking Pass sans avoir vu aucun film de John Ford. Voilà. Donc pour nous, c'est un peu cette monstruosité-là qui nous a toujours agacé un petit peu. Exactement. Et à l'époque, on avait même donc organisé ce qui était je sais pas, enfin ce qui relevait du miracle, enfin à l'époque, était une sorte de cycle de cinéma de Hong Kong. On avait sorti des copies incroyables de films absolument invisibles et qui sont littéralement restés invisibles depuis. On a organisé une programmation pendant 2 semaines au studio des Ursulines. Enfin, c'était, je veux dire, il y avait vraiment franchement une grappe de malheureux qui étaient là,
enfin, on projetait ça dans des salles vides. Dans les salles vides. Alors que c'est des trucs où maintenant les gens se battent pour voir ça, etc., etc. Quand ça passe dans des copies restaurées à Nantes ou ailleurs, mais c'est... c'est Canal après, oui. Canal avec un peu les Jackie Chan et les Chinese Ghost Story de Ching Su-tung. Oui, après ça a fait son chemin. Progressivement, ce cinéma a été reconnu. Mais disons que les classiques qu'on a montrés à cette époque-là, jamais refait surface ailleurs. Je veux dire, il y a un film que j'aimais bien, enfin, une espèce de film bizarre, là, Killer Constable. Killer Constable, qui a fait magnifique. Jamais revu nulle part. Et déjà à l'époque, c'était une rareté absolue, quoi. Donc évidemment, comme tu comprends, on a conçu un certain regret de ne pas être reconnu à cette époque-là, mais enfin, disons, d'une certaine façon, la postérité nous a plus ou moins vengés, puisque bon, disons que c'est maintenant considéré comme le point de départ de la cinéphilie hongkongaise. Moi, j'ai une conception, je dirais, philosophique, enfin, du rapport avec l'Asie. Pour moi, l'Asie, c'est l'autre grande civilisation. Et du point de vue de l'art ou du point de vue du cinéma, je crois qu'il y a une idée, une conception, quoi, de l'art qui est spécifiquement chinoise, qui pour moi est vraiment au cœur de ce qui m'importe le plus. Et cette idée-là, je crois que c'est la même qui est, admettons, à l'origine de l'impressionnisme. C'est-à-dire que les peintres qui ont vu les estampes japonaises, ou qui ont vu disons que tout ce qui a débarqué en Europe à la fin du 19e siècle, au moment de la mode japonaise, puisque c'était le Japon qui était ouvert, la Chine n'était pas si ouverte que ça, enfin, au fond, c'était ce qui venait de Chine via le Japon, qui a marqué les artistes qui ont pu, en passant par là, reconstituer un rapport complètement purifié à la nature, au paysage, à la couleur, à la lumière. Donc, moi, je me suis toujours intéressé de ce point de vue-là à la Chine. Moi, c'est pas le contraire, mais tout ce que tu dis, moi, c'est venu après les films, c'est-à-dire les lectures, la pensée chinoise et tout, c'est après. Avant, moi, j'aimais le cinéma de Hong Kong sur des questions très primaires de l'histoire personnelle, j'adore le sport et le cinéma. Et sur la base sportive que j'aimais le cinéma de Hong Kong. Comme les frères Armanet. Oui, sauf que je ne pratique pas les arts martiaux. Mais c'est sur cette base-là. J'aime bien cinéma de bagarre, cinéma d'action. Et tout d'un coup, l'idée qu'un sport, après j'ai découvert bien sûr que les arts martiaux n'étaient pas que seulement un sport, religion, maîtrise de l'énergie, beaucoup plus complexe, mais pour moi c'était un sport. Et j'ai dit tiens, voilà un sport qui fabrique un genre, et un genre à part entière qui raconte l'histoire de la Chine. Le football n'a rien fait, le tennis non plus, enfin, etc. Donc ça c'est ce qui m'a vraiment accroché. Après j'ai découvert la Chine. C'est vrai que j'avais un rapport plus complexe à la pensée, à l'Inde, qui était plutôt ça moi. Plutôt que la Chine. Oui. Mais cela dit, quand on a fait le numéro, et je pense que c'est la singularité, et avec un peu de chance la qualité, enfin, de ce qu'on a fait sur le cinéma de Hong Kong, c'est nous on s'est préoccupé d'abord de le replacer dans une histoire, de parler de l'histoire politique de Hong Kong, et de le replacer dans une histoire qui est celle de l'art chinois, c'est-à-dire dans le texte que moi j'avais essayé de faire sur King Hu. J'essayais de replacer véritablement King Hu dans l'art chinois. Enfin, et je crois que c'était assez... enfin, en tout cas, ça me semblait faire... D'abord, il suffit de l'écouter parler. Il n'évoque que ça. Donc, ça avait une évidence. Ça avait une évidence. De la même manière que moi, je m'étais amusé à faire une sorte de généalogie, mais qui, je crois, était assez parlante, qui reliait l'histoire du temple de Shaolin et donc celle de l'introduction du bouddhisme en Chine à littéralement les premières vedettes du cinéma de Hong Kong, voire les réalisateurs de son âge classique, par une relation de maître et élève continue. Enfin, j'ai établi une sorte de généalogie qui reliait, ludique si on veut, mais assez signifiante, qui reliait Liu Chialiang, qui est quand même le grand cinéaste qui est le John Ford, disons, du kung-fu, au moine de Shaolin, et au fondateur du monastère de Shaolin. Et je crois que du point de vue aussi même de l'intérêt qu'on peut avoir pour le cinéma,
d'arts martiaux chinois, il y a 3 ou 4 notions qui sont complètement essentielles et qui en général manquent à tout le monde, qui en sont les vraies clés, c'est-à-dire la rivalité entre le bouddhisme et le taoïsme, c'est-à-dire entre l'école de Shaolin et l'école de Wutang, et les notions de Jianghu et Wulin, c'est-à-dire les mondes imaginaires, le monde des arts martiaux et le monde du récit, disons, fantastique, qui sont les mondes parallèles dans lesquels se déroulent les récits, les narrations, enfin, du cinéma de genre, et qui sont codifiés. Donc si on n'en comprend pas la nature, si on n'en comprend pas la codification, et si on n'en comprend pas les tenants, les aboutissants, évidemment, on perd beaucoup de l'intérêt ou de la profondeur qu'ont les films. Monsieur Olivier qui avait fait dans le Made in Hong Kong la généalogie géniale de Shaolin, de toute la dynastie, c'était très bien. Et puis chez lui, d'ailleurs, il a toutes les civilisations chinoises en tableau dans son bureau. J'ai demandé et il m'a dit que c'est ton père qui avait ça. Oui, c'est mon père qui avait rapporté ça. Oui, parce qu'évidemment, après, il y a aussi l'histoire familiale. Moi, je sais pas, j'imagine. Après, c'est toujours des trucs qui ont du sens sans en avoir. Moi, mon père, quand j'étais tout petit, voyageait en Chine, à l'époque où personne ne voyageait en Chine, ou très peu, parce que mon père écrivait des films, il avait un projet monumental de films adaptés de la vie du voyage de Marco Polo, qui devait être tourné dans des conditions spectaculaires et produite à l'époque par son ami Raoul Lévy, qui était le producteur de Et Dieu créa la femme, etc. Ça devait être Alain Delon devait jouer là-dedans, Christian Jacques le réalisait. Mais enfin, en tout cas, cette chose-là s'est écroulée avant que ça ait lieu. Mais enfin, mon père était toujours en voyage en Inde, donc je pense qu'au fond, il ramenait des objets, des choses, des trucs, etc. Donc j'imagine qu'il y a certainement disons que comme ça, une sorte de familiarité ou de curiosité pour la Chine qui existe chez moi en partant de là. Comment tu vois la Chine dans le film, Charles? Ben c'est Maggie, hein, et 2, c'est l'extrait du film de Johnny To, la Heroic Trio, avec Michel Yeoh, Maggie, on voit des extraits. Donc là, d'ailleurs, ce qui est très amusant, je trouve intéressant, on parle effectivement 84-96 par rapport à Olivier, effectivement, Made in Hong Kong, mais je trouve très bien aussi, c'est de le voir maintenant en 2003, par rapport à la façon dont le cinéma de Hong Kong s'est propagé partout dans le monde, y compris aux États-Unis, du fait des cinéastes, mais même du cinéma, et de voir la singularité du film par rapport à ça, parce que d'une part, il prend un corps d'actrice, il prend un cinéma d'action, il fait référence à un cinéma populaire français, Musidora, etc. Il fait venir Bulogier, on se dit Bulogier, Rivette, Céline et Julie, et puis tout d'un coup, c'est elle qui dit du mal du film. C'est ça, hein? Oui. Et puis ce que je trouve étonnant, c'est que quand j'ai vu le film à l'époque, j'ai dit tiens, je connaissais Olivier, j'ai dit ouais, le journaliste, je vois d'où il vient, qui il est, et je voyais un petit peu de règlement de compte par rapport au pro de genou au cinéma d'action, à base cinéma français d'avance sur recette, ennuyeux, chiant. Puis je disais oui, je voyais un peu la double agacerie possible d'Olivier, enfin il dira, qui est effectivement, il voit John Woo, puis il voit pas ce qu'il y a eu avant, donc ne soyez pas trop amnésique, même si on peut en dire du bien. Et puis 2, d'opposer, de servir le cinéma de Hong Kong contre une idée du cinéma. Et je trouve là où le film marque des points est vraiment singulier, c'est que le cinéma de Hong Kong s'est propagé dans le monde jusqu'à Matrix par rapport à une idée du cinéma d'action, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, et que le pari d'Olivier, c'est de prendre à l'aide finalement ce que dit le journaliste, c'est-à-dire qu'on peut marier très bien un cinéma français, nourri par Nouvelle Vague, nourri par... Et pour moi, je trouve qu'à revoir le film, le couple formé par Nathalie Richard, et ce qu'elle porte du cinéma français, et de ce qu'elle représente comme emblème du cinéma français, avec Maggie, et ce qu'elle apporte du cinéma de Hong Kong et son histoire, les non-rencontres, les décalages, et le fait qu'il y ait une vraie osmose très belle à voir. Je trouve là, il y a un pari par rapport au cinéma de Hong Kong et une greffe par rapport à une certaine tradition du cinéma français qui était originale pour l'époque, qui n'a jamais été faite après. Et c'est là où le film est à la fois prémonitoire, disons tiens, la Chine et Hong Kong arrivent, en même temps ce qu'il en fait, personne ne l'a fait après. Et du coup, le film devient vraiment décalé et singulier par rapport à la façon dont on s'est inspiré du cinéma de Hong Kong et de la façon dont le cinéma de Hong Kong s'est propagé dans le monde. Ça, c'est quand même assez curieux, franchement, dans le film.